Bonjour à toutes et à tous. Je vous prie de nous excuser pour ces quelques minutes de retard, mais je vous propose d'ouvrir ce nouveau rendez-vous de la semaine thématique consacrée à la nature en ville et dans les petites villes de demain en particulier. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour un format qui s'appelle Les clés pour agir sur le sujet de comment rafraîchir les villes et lutter contre le réchauffement urbain. Cette semaine thématique, je vous le rappelle, est organisée avec nos partenaires que sont le ministère de la Transition écologique, l'Association des petites villes de France, la Banque des territoires, le CEREMA et POPSU Territoire. Moi, je suis Emmanuelle Lebris, je suis chef de projet au sein de la direction de programme Petites Villes de demain, donc à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Quelques consignes pour que le webinaire se passe de la meilleure façon possible. Si vous avez des difficultés ou des problèmes techniques, je vous invite à en parler dans le chat et en ce qui concerne vos questions, pour nos intervenants, je vous invite à les poser dans l'onglet questions-réponses que vous trouverez en bas de votre écran. Donc, comme à l'accoutumée et dans le cadre de tous nos rendez-vous, nous mettons à l'honneur une collectivité dont le témoignage sera ensuite suivi de l'intervention d'experts qu'il vous est possible de mobiliser sur la question du réchauffement, de la lutte contre le réchauffement urbain. Et pour débuter ce webinaire, nous accueillons avec plaisir Madame le maire d'Évian, Madame Josiane Lay. Vous avez pu mener dans votre commune différentes actions pour lutter contre le réchauffement urbain. Je vous propose d'évoquer peut-être tout d'abord les caractéristiques de votre ville pour un peu poser le cadre de votre intervention et puis les actions que vous avez pu mettre en place durant ces dernières années. Vous avez 10 minutes pour cela. Je vous en prie. Très bien, écoutez, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Et effectivement, donc la ville d'Évian est engagée maintenant depuis plusieurs années sur les 17 objectifs du développement durable. Donc, avec des actions qui sont fortes, dont je vais vous en parler de quelques-unes. Évian, une toute petite commune au bord du lac Léman, là on voit la photo, le lac, la montagne, une commune de 9000 habitants avec une particularité, c'est son eau d'Évian, qui est l'eau la plus vendue au monde et qu'on respecte, tout comme on respecte notre environnement, l'eau potable et vraiment tout notre environnement. Nous avons écrit un projet de mandat 2020-2026 et au-delà, où vraiment l'idée est d'avoir un plan d'action soutenable et inclusif au profit du bien-être de ses habitants et de son rayonnement. Donc voilà, là, vous avez un bâtiment historique et nous sommes vraiment partis sur ces 17 objectifs du développement durable où nous avons écrit 8 défis et dans ces 8 défis, nous avons environ 250 actions, des actions simples à mettre en œuvre, d'autres un tout petit peu plus compliquées. Je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Et surtout, ce qui est intéressant, que dans nos actions, et nous avons croisé aussi ce plan stratégique avec Petite Ville de demain. Et dans ces actions, ce qui est important, c'est aussi l'évaluation qu'on va en faire. Donc, chaque action a des critères d'évaluation et chaque année, on va pouvoir évaluer cette action, est-ce qu'il faut la maintenir ou l'arrêter ou la renforcer. Et en plus, ces évaluations vont nous permettre de faire nos évaluations de nos politiques publiques. Voilà. Donc, nous avons des atouts, hein, un lieu magique, ville et village fleuris depuis des années. Nous sommes 4 fleurs. Nous avons été lauréats 2 fois de fleurs d'or. Et donc, le végétal a toute son importance dans notre petite ville. C'est une toute petite ville, en fait. Hein. Donc là, voilà, vous avez 2-3 photos de notre ville. Alors, dans les solutions vertes, on a des parcs qui sont existants, des nouveaux parcs que nous avons pu acquérir, et nous, surtout sur les Hauts-d'Évian, nous sommes une ville en pente, et donc d'ouvrir ces parcs à la population, je pense que c'est quelque chose d'important. Nous travaillons depuis des années sur le développement des prairies, la gestion différenciée des espaces verts, qui pose problème parce que les gens, nos citoyens, il a fallu faire tout un programme d'information, puisque les citoyens aiment bien voir une pelouse bien tendue. Donc, il a fallu vraiment travailler sur les explications. La charte zéro pesticide qui est en place à Évian déjà depuis des années. Et ça, c'est une grande fierté. On plante régulièrement des arbres. On a des arbres déjà, beaucoup d'arbres sur la ville.
chaque année, on a des diagnostics très, très importants de l'état sanitaire des arbres. Et quand malheureusement, on a des arbres qui sont abîmés, on les coupe, mais on en replante. On a toujours cette politique, on en replante plus. Et là, on a le projet de faire un verger solidaire sur la ville. Je pense que ça serait quelque chose d'important. Et donc, la surveillance des arbres, j'en ai parlé. Voilà. Nous sommes sur la révision de notre PLU. Et dans le PLU, ça a vraiment été une volonté de travailler sur un PLU vraiment avec des idées novatrices. Nous allons travailler sur une charte de l'arbre. Et pour nous, il est inadmissible de voir des promoteurs couper des arbres. D'ailleurs, on en a un qui a coupé des arbres alors qu'il n'avait pas le droit. Donc, on a déposé plainte. Et donc, dans ce PLU, on va vraiment travailler sur les trames vertes, les trames bleues, les trames noires, de façon à voir ce respect de la verdure en ville. Nous avons donc le lac, la ville est au bord du lac, on aménage l'accès au lac pour la baignade. Il n'y avait pas de plage à Évian, il y a un très beau centre nautique, mais on n'avait pas de plage, donc on a créé une plage. Et puis, une chose qu'on va mettre en place là, très rapide, enfin, il est prêt, il doit être voté maintenant, c'est un permis de végétaliser pour permettre aux habitants de vraiment commencer à aménager le devant de leur maison, de se réapproprier le centre-ville. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Nous avons mis en place des jardins partagés. Très prochainement, nous allons mettre en place des jardins familiaux. Nous travaillons sur les projets de cours type Oasis. Nous avons 4 écoles. Et là, vous voyez des écoles, c'est très bétonné. Et donc, l'idée, c'est de ramener de la verdure dans ces cours. Et donc, ça, c'est un projet qui est lancé. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et nous avons dans les écoles, on peut travailler sur des jardins dans les crèches et les écoles pour justement, là, on voit nos enfants qui profitent. Les solutions grises, l'adaptation de l'arrosage pour ne pas perdre de l'eau. On est parti sur un contrat de performance énergétique important puisque nous allons investir 12 millions d'euros sur 9 ans sur l'ensemble de nos bâtiments. Excusez-moi. On a pas mal de fontaines, de points d'eau en circuit fermé et vous voyez au centre notre source Cacha où on a toujours de l'eau d'Évian qui coule. Excusez-moi. Des panneaux solaires sur certains bâtiments de la ville pour vraiment essayer de travailler sur des énergies renouvelables. Nous travaillons aussi sur une boucle d'eau pour rafraîchir et réchauffer et chauffer tous les bâtiments du bord du lac et un réseau de chaleur urbain sur les hauts d'Évian. Voilà, je vous laisse passer la diapo après. On a un gros travail sur la multimodalité. On est une petite commune, donc les gens ont l'habitude de prendre encore leur voiture. Donc, l'idée est de les encourager à prendre des vélos, à prendre des transports en commun. Et donc, là, vous voyez, c'est tout un programme. Et là, on a associé dans tout notre plan mobilité douce, on a associé les associations, les citoyens, les écoles, les parents d'élèves pour pouvoir écrire notre plan de mobilité douce. Ce qui nous semble important, c'est la sensibilisation et l'action individuelle. Donc, nous avons développé, nous travaillons donc avec une société sur notre contrat de performance énergétique qui propose le programme WATI dans les écoles qui permettent, c'est un programme d'éducation et de sensibilisation pour nos enfants pour les réductions justement des consommations d'énergie. On travaille sur une charte commerce pour avoir des commerces moins énergivores avec des aides communales. Et puis, on travaille sur un dispositif pour l'amélioration énergétique pour les particuliers. Voilà, on le revoit ici. Et puis surtout, une chose qui marche bien, nous travaillons au moins une fois par trimestre, j'ai envie de dire, des conférences qui sont organisées par la ville avec des noms, des personnes qui portent justement des messages. Nous avons eu François Gémen, nous avons eu Monsieur Marc Dufumier, et puis la semaine dernière, nous avons accueilli un chef papou qui est ambassadeur de l'UNESCO
donc qui est là sur la dernière photo, qui est le parrain de notre village de Noël qui débute aujourd'hui, qui est un village de Noël éco-responsable puisque tout est à rêver, rien n'est à acheter. Et le village est entièrement fait avec du bois flotté qui flotte dans le lac. Excusez-moi, j'arrive en fin de bronchite. Est-ce que vous avez terminé votre intervention? Je crois que c'est à la fin. Voilà. Avant de passer la parole à Monsieur le sous-préfet, peut-être une dernière question, si vous parvenez à reprendre votre souffle, voilà, qui est finalement, qu'est-ce que le verger solidaire? Le verger solidaire, alors nous avions un terrain de plusieurs, d'une très belle surface qui était prévu pour un écoquartier. Et on a réfléchi, on s'est dit que plutôt donc comme on est en révision de PLU, ce terrain va être transformé et nous allons planter des arbres, des vergers, des pommiers, des cerisiers, des poiriers, et qu'on va lier avec les naissances, hein, comme ça chaque enfant aura son arbre, et ce verger sera ouvert et chaque personne pourra aller se servir avec ses fruits. Je ne vous entends plus. On ne vous entend pas, madame? Ah oui, comme quoi, ça arrive toujours. Merci beaucoup. Je vous propose de reprendre un petit peu votre souffle et de donner la parole à Monsieur le sous-préfet, donc qui a entendu vos propos. Monsieur le sous-préfet, est-ce que vous pouvez évoquer la situation des petites villes de demain dans le département de la Haute-Savoie et puis, dans un second temps, évoquer l'accompagnement proposé par l'État auprès des collectivités petites villes de demain notamment? Si je vous réponds non, ça va mettre en péril votre séminaire. Donc, je vais vous répondre oui. Tout à fait. Dans le département de la Haute-Savoie, on a 19 communes qui sont inscrites, qui bénéficient du programme Petites Villes de demain. Je pense que dans toutes les préfectures de France, hein, l'État local accompagne les porteurs de projets, de ces projets-là. Et notamment, l'accent a été mis en Haute-Savoie sur le fait de financer des postes de chefs de projet qui sont un peu la clé de voûte du dispositif. Et ce qui nous permet également de les réunir, ils sont aujourd'hui au nombre de 13, ce qui nous permet de les réunir au moins 2 fois par an pour faire des réunions de partage des bonnes pratiques, mais aussi leur donner des informations qui peuvent les intéresser sur les cofinancements possibles avec la Banque des Territoires, sur des conséquences réglementaires qui sont en train de se modifier. L'autre point clé de l'intervention de l'État dans ce programme, c'est le fait que tous les sous-préfets qui sont concernés participent au comité de pilotage et au comité de projet pour bien montrer et pour être en phase avec les élus. C'est notamment le cas avec Madame Lé sur Évian. Moi, je participe au comité de pilotage, ce qui permet aussi de montrer aux partenaires que ce n'est pas que la collectivité seule qui est intéressée, c'est bien le couple maire et sous-préfet qui valorise ce projet-là. L'autre point qui est intéressant, c'est que à la fois dans le cadre de Petites Villes de demain, ce qu'on souhaite mettre en avant, et pour faire le lien avec la thématique que vous avez choisie aujourd'hui, c'est qu'on a mis des priorités depuis déjà 3 ans sur les aides, sur les subventions publiques qui sont apportées sur les projets, sur tous les projets qui ont trait à la rénovation énergétique, mais aussi sur tous les projets d'amélioration du cadre de vie quand il est bien fait. Et je rejoins ce que disait Madame Lé, c'est vrai que ce qui est fait à Évian est porteur c'est vraiment un exemple qui peut être suivi. Voilà, on essaye de favoriser les subventions sur ces projets-là, que ce soit la DETR, la DSIL, demain le fonds vert qui nous permettra encore d'aller là-dessus. Et puis, Madame le maire en a parlé, c'est vrai que le lien est particulièrement prégnant entre révision du PLU et PVD. Il y a une nécessité de travailler de concert pour que ce qui se passe et les projets, les évolutions du PLU soient bien en cohérence avec ce qui est fait au sein du programme Petites Villes de demain.
et avec tous les projets de réaménagement urbain tels qu'ils sont conçus aujourd'hui. Voilà. Sur les points qui ont été évoqués par Madame le maire, c'est vrai que la sécheresse de cet été a prouvé encore une fois la nécessité de travailler de concert pour améliorer cette situation et pouvoir gérer au mieux ces périodes de grande crise sécheresse qu'on a connues dans le département. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Je me permets de me retourner à nouveau vers Madame le maire. Vous aviez évoqué notamment l'oasis dans l'école. Nous avons d'ailleurs traité hier, dans le cadre d'un travaux pratique, cette question de revégétalisation des cours d'école, pour votre bonne information. Et puis, une question vous est posée sur le soutien que vous avez éventuellement eu sur l'installation des panneaux photovoltaïques. Si vous pouviez revenir sur ce point, s'il vous plaît. Oui. Alors là, les derniers panneaux qu'on a déposés, c'est sur un parking aérien. Et non, alors on est parti sur un appel d'offres, et c'est une société qui nous loue le dernier étage du parking. À ce jour, on est là-dessus. Et on va par contre proposer à nos citoyens. Alors là, ça va être la ville qui va proposer une subvention pour équiper de panneaux solaires les citoyens. Très bien. Et puis, l'accompagnement du citoyen là-dessus. Oui. D'accord. Et puis, visiblement, la question du verger solidaire intéresse beaucoup, puisqu'il vous est demandé finalement qui va l'assurer, qui va le gérer. Est-ce que c'est les associations? Est-ce que c'est vous, la ville, qui allez pouvoir gérer l'entretien de cet espace? Alors, je pense que ça va être plutôt la ville qui va le gérer. Mais comme par exemple, on a d'autres parcs où on fait appel, on a des moutons. On a des moutons qui viennent aussi entretenir le parc. Et là aussi, on est sur quelque chose de… On a plusieurs objectifs. On a l'objectif du verger. Je crois que c'est vraiment ce qui est intéressant dans la façon dont on travaille. C'est chaque action a plusieurs objectifs. Là, les vergers, c'est replanter des arbres, mais c'est aussi de permettre de découvrir ou de profiter de fruits si on n'a pas la possibilité d'en acheter, ou au contraire même d'en avoir. Et puis, d'amener des moutons. Les enfants peuvent aller voir les moutons. Enfin, il y a vraiment tout plein d'objectifs dans chaque projet. Mais là, ça sera une gestion vide. Et une dernière petite question, puisque vous avez retrouvé votre souffle. Dans le cadre de la révision de votre PLU, pouvez-vous donner des exemples d'OAP, donc d'orientation d'aménagement et de programmation, qui prennent en compte la nature en ville, s'il vous plaît? Alors, on est en train de le finir. On a fait des ateliers participatifs. On a encore une petite année avant de passer notre PLU. Donc, effectivement, on va partir sur des OAP avec… on va changer les règles. On va vraiment mettre des règles assez strictes sur le nombre de logements. On va partir sur… on est une région avec une forte demande immobilière, avec des prix élevés, puisqu'on est à proximité de la Suisse. Donc, on va partir sur des règles du un tiers, donc un tiers accession à la propriété, un tiers accession modérée et un tiers logements sociaux, qui vont faire réduire considérablement donc, le prix du foncier, et avec des exigences sur les places de stationnement, sur des parcs, sur les arbres, sur les aires de jeu, où vraiment on va tout écrire nos exigences sur le PLU. Très bien, merci. Je vous propose de passer au second temps de notre séquence d'aujourd'hui pour laisser la place et la parole aux partenaires et aux experts qui sont susceptibles de vous accompagner dans vos projets. Nous allons donc accueillir successivement Jérôme Champre du CEREMA, Ariane Roseau de l'ADEME et Valérie Fricoteau du CNOA. Je développerai tous ces sigles ensuite. On va débuter par l'intervention de Monsieur Champre. Monsieur Champre, vous êtes donc directeur de projet paysage, écologie urbaine, urbanisme donc au CEREMA, qui se penche d'ailleurs depuis de nombreuses années sur ces questions de rafraîchissement de la ville. Monsieur Champre, est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance de la place de l'arbre dans la ville et puis évoquer aussi les outils développés par le CEREMA et en particulier l'outil qui se nomme Sésame, je crois. Tout à fait.
Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, on va effectivement évoquer la place de l'arbre dans le paysage urbain. Du coup, j'ai intitulé ma présentation « Des arbres pour maintenir une ville vivante et vivable », puisque c'est quelque chose qui est important. Et donc, on évoquera sur ces 10 minutes qui sont courtes, des enjeux climatiques, un peu d'histoire, quelques projets, les services écosystémiques et l'outil Sésame. Donc, beaucoup de choses. J'irai un peu vite, mais je vais essayer quand même d'appuyer sur disons, des éléments clés de toutes ces questions. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Alors, un rappel euh, qui est introductif. Bon, tout le monde le sait, le climat change et du coup, il y a des éléments qui me semblent un peu clés à retenir. On a vraiment un objectif une vision à 2050 où on a un glissement climatique où le climat de Marrakech actuel va arriver à Madrid, celui de Madrid va arriver à Lyon et celui de Lyon va arriver sur Bruxelles. Donc là, c'est quelque chose d'assez concret, ce qui veut dire que d'ici 2050, nous, on doit adapter nos vies, nos modes de vie, nos villes et bien sûr nos végétaux et donc nos arbres. Donc voilà, c'est un enjeu quand même assez important. Et du coup, par rapport à cet enjeu-là actuel, très actuel, je voulais faire un petit point historique très rapide avec 4 étapes qui me semblent essentielles à rappeler, parce que l'histoire des arbres en ville n'est pas récent. Les services offerts par les arbres, autant le rafraîchissement que le bien-être des habitants, c'est une histoire d'hier aussi. Voilà, donc 4 étapes importantes. Dès François Ier, on avait l'arbre qui était alors plus une ressource stratégique pour le bois. Et donc par ordonnance, François Ier a instauré des plantations d'arbres le long des routes et dans les places des villes et villages. Et du coup, on a eu une image de la France qui a vraiment profondément évolué et un signe finalement de prospérité qui est arrivé à partir de ce moment-là. Ensuite, l'arbre a été repris par Haussmann et Alphand avec toute l'époque où Paris s'est transformé. Et du coup, on a eu une création finalement d'un système de promenade, de plantation d'arbres le long des boulevards et des avenues, avec aussi une mise en place d'une nouvelle administration et de gestion, une normalisation des règles de l'art, comment on plante, comment on gère. Tout ça, c'était vraiment innovant pour l'époque et c'est des éléments qui continuent à nous inspirer actuellement. Ensuite, il y a eu des paysagistes américains qui ont accompagné l'expansion des villes aux États-Unis, notamment Homestead. Là, on a une photo de Chicago où il y a vraiment des armatures vertes, comme nos trams vertes et bleues, hein, qui à l'époque ont tissé finalement les armatures des villes modernes. Et enfin, en France, on a eu Forestier qui a finalement décliné ces systèmes de parcs à l'américaine finalement, et avec une déclinaison et une hiérarchisation finalement des espaces verts à la française. On peut passer à la diapo suivante. Pour revenir à l'époque actuelle, alors évidemment, on a un problème, un enjeu majeur d'adaptation au changement climatique, et donc il s'agit vraiment d'anticiper avec, notamment, anticiper avec des outils pour pouvoir trouver des solutions et face aux évolutions climatiques qui peuvent être très locales. L'idée générale, globale, à l'échelle française, c'est d'avoir des villes résilientes et adaptées. On entend ce vocabulaire de plus en plus. Il y a quelque chose de nouveau, c'est une attente citoyenne qui est très forte, notamment depuis la crise sanitaire récente. Alors, pourtant, l'attente citoyenne de nature en ville, elle est pourtant plutôt ancienne, mais là, elle a été vraiment ravivée et c'est une demande urgente. Donc, il s'agit d'élaborer au sein des villes de nouvelles stratégies pour végétaliser les villes avec les arbres, créer des îlots de chaleur, etc. Et ça, on va voir un petit peu comment on peut s'en sortir. Alors, j'ai pris un exemple un peu exotique, à grande échelle, surtout il ne faut pas qu'il vous effraie, c'est l'exemple de Melbourne. Alors évidemment, on est sur une très grosse métropole de 5 millions d'habitants. Mais leur innovation est très intéressante et
en tout cas les exemples, les projets, lorsqu'on étudie finement ce qu'ils ont mis en place, on peut s'inspirer et à notre échelle, avec nos moyens aussi, trouver des outils et des idées adaptées à des exemples qui nous correspondent à plus français. Leur stratégie est simple. Ils ont une stratégie à 20 ans basée sur l'arbre. L'arbre doit être développé et ils veulent fonder une sorte de canopée urbaine. Alors la canopée, c'est quoi? C'est la strate supérieure des arbres. Ça, c'est la définition que l'on trouve dans les dictionnaires. Et grâce à cette canopée, finalement, on a plus d'ombrage, on a plus de biodiversité et plus de bien-être en ville. Voilà. Donc ces grandes lignes sont développées à toutes les échelles, à l'échelle de la métropole, mais aussi à l'échelle de la rue et des quartiers avec les habitants. Et ça, c'est un point important parce que chaque projet est réalisé conjointement avec les habitants. Point suivant. Alors, si on revient sur des exemples plus français, là également, le Grand Lyon, la métropole du Grand Lyon a développé un plan canopé à son échelle avec des projets très précis à l'échelle de la rue. Ici, on a l'exemple de la rue Garibaldi avec une rue qui était créée dans les années 60, qui était tout voiture, tout tuyau niveau assainissement. Et là, on a eu un réaménagement, une rénovation, une végétalisation qui fait que la place de la voiture a été réduite. C'est un espace partagé, beaucoup plus végétalisé et surtout beaucoup plus frais. Du coup, l'idée de la canopée est là, c'est-à-dire qu'on utilise l'arbre en tant que climatiseur. Un arbre adulte qui a 30 ans permet de climatiser l'équivalent de 5 climatiseurs, si vous voulez. Un arbre adulte de 30 ans évapore 450 litres d'eau par jour. C'est énorme. Ça permet de rafraîchir. Et concrètement, on arrive à 2 degrés mesurés en température dans des rues sous les arbres. Et 10 degrés ressentis, ce qui est quand même considérable grâce à l'ombrage. Voilà, on peut passer à l'exemple suivant. Donc au CIREMA, nous avons étudié les services écosystémiques. Il y a bien sûr le rafraîchissement, mais il n'y a pas que ça. Il y a la biodiversité, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a le paysage et cadre de vie, donc le bien-être, la régulation de la qualité de l'air, l'alimentation, on en a parlé pour l'exemple d'Évian, avec les vergers, la réduction du ruissellement, la stabilisation des pentes et le stockage du carbone. Donc tous ces services qu'apportent les arbres, services rendus, offerts, ont été étudiés dans le cadre de l'outil Sésame que je vais développer très rapidement. Donc Sésame, c'est quoi? C'est un outil pour savoir où et quoi planter. Quelles essences on choisit pour le climat de demain, en fait. Des arbres, en fait, il faut planter des arbres maintenant pour qu'ils agissent, qu'ils rendent des services dans 30 ans pour d'ici 2050, pour qu'ils soient adultes. Donc ces choix-là sont urgents et cet outil aide les services techniques des villes à trouver les bonnes essences en fonction des services que l'on désire. Donc, on peut passer à l'exemple, à la slide suivante. Voilà. Alors, c'est quoi? Je vais prendre un exemple très simple. On a une collectivité qui veut créer un parc urbain sur un espace particulier, puis c'est un terrain sec, calcaire, et ils veulent fixer les polluants atmosphériques, favoriser la biodiversité et créer une ambiance paysagère en évoquant l'eau. Là, ça fait partie du cahier des charges en fait de la collectivité. Du coup, la question c'est quels végétaux on utilise, quel arbre? L'outil Sésame permet, avec un certain nombre de critères, de services rendus, des contraintes, une analyse des contraintes et de la santé des végétaux, propose une liste d'espèces adaptées avec des fiches qui expliquent un petit peu plus dans le détail ce que peut apporter ce végétal. Alors attention, il ne s'agit pas d'un outil presse-bouton pour faire du projet à votre place ou à la place d'un concepteur. Il s'agit vraiment d'une assistance, d'une aide. Ça permet finalement de donner des idées, d'inspirer pour trouver de nouvelles essences et puis se questionner sur des alertes en fait sur les contraintes que peut apporter aussi également le végétal. Alors là, Sésame, en fait, on l'adapte en fonction des... C'est pas un outil national que l'on diffuse comme ça et qui peut être utilisé en 2 minutes pour chaque collectivité. Loin de là, c'est un outil qui a été d'abord réalisé pour la ville de Metz et puis on le déploie pour plein de collectivités, mais avec les services. C'est-à-dire on adapte la liste des essences, on adapte les types de paysages et on priorise avec eux les services paysagers que peuvent apporter, par exemple, l'arbre. Alors, et
également, on travaille avec les services techniques sur les 10 services qu'on appelle 10 services, donc les contraintes que peuvent apporter le végétal. Le végétal, c'est un être vivant qui apporte beaucoup d'avantages, mais aussi quelques inconvénients, surtout quand il est mal choisi. Du coup, peut avoir des fruits toxiques, du pollen, bien sûr, des racines, etc. On ne va pas planter n'importe quoi dans une cour d'école, forcément. Donc, on choisit bien ces arbres et Sésame essaie d'aider justement, d'aiguiller en tout cas les collectivités à choisir les bonnes essences. Et donc pour finir, vous aurez plus de détails sur l'outil Sésame sur cette adresse-là. Sachez que l'outil Sésame, on le décline à la fois pour des collectivités, pour des communautés de communes, mais aussi pour des métropoles et à l'échelle du départemental, où on travaille avec un panel de services techniques avec lesquels on détaille, on affine l'outil adapté à leur projet. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide sur ce sujet qui est plutôt complexe. Non, c'était parfait. Je vous remercie. On a quelques questions qui sont en lien avec les exemples que vous nous avez présentés et qui portaient, on va dire, sur des grandes villes. Est-ce que voilà, ces exemples sont tout à fait pertinents ou reproductibles, ou dans quelle mesure les petites villes peuvent s'en inspirer pour pouvoir mettre en œuvre à leur échelle? Et est-ce que rapidement, vous avez un retour justement sur l'expérience de Lyon? Alors, on n'a pas développé Sésame pour la ville de Lyon. Donc, Lyon réalise son plan Canopée à sa façon. Ils ont une histoire concernant l'arbre assez riche. Ça a toujours été une ville innovante et une métropole innovante sur ces sujets-là, avec une charte de l'arbre. Et donc, ils ont expérimenté, notamment sur la rue Garibaldi, des nouvelles façons de faire avec une gestion de l'eau et en étudiant finalement ce que peut apporter l'arbre en termes de rafraîchissement. Donc ça, c'est de l'expérimentation qu'ils déploient à l'échelle de la métropole. Concernant Sésame et les retours qu'on a de terrain, effectivement, nous travaillons par exemple pour la ville de Libourne dans le sud-ouest, la ville d'Angoulême, la ville de Poitiers, donc des villes à échelle différente. On travaille également à l'échelle départementale, ça c'est intéressant pour le département des Bouches-du-Rhône, où là on est avec des petites villes. Alors on a Arles qui est la plus grosse finalement pour le département avec laquelle on a des rapports avec les services, mais on a des tout petites villes, voire villages, et donc les services sont là, ils ont des problématiques très différentes forcément, mais ils ont besoin d'outils. Et l'idée, c'est de mutualiser justement les données, ce travail-là, ensemble, donc à plusieurs collectivités. Et voilà, on développe l'outil de façon à ce qu'ils puissent le déployer eux sur le terrain et qu'il soit utile en fait, finalement. Parfait, merci beaucoup. Je crois qu'il y a encore une petite question ou deux dans le chat, mais je vous laisse y répondre par écrit. Pour donner la parole maintenant, merci beaucoup en tout cas, à Madame Roseau. Madame Roseau, vous êtes donc coordinatrice urbanisme en lien avec la santé et l'environnement à l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous présenter les solutions vertes vues comme complément des solutions grises et douces, donc pour le rafraîchissement urbain, et puis aussi développer à votre tour les outils développés par l'ADEME sur le sujet? Tout à fait, merci beaucoup, merci pour l'invitation. J'ai eu 2 petites coupures Internet depuis le début, donc si ça coupe, sachez que ça dure quelques secondes, vous allez me retrouver. Donc soyez patients, j'espère que ça ne se passera pas sur les 10 minutes. Alors là, je vous propose de voir quelles sont les solutions pour rafraîchir les petites villes, et puis les villes d'une manière générale, dont les petites villes, et puis quelques outils. On peut passer à la slide d'après. Alors, on a plusieurs guides qui décrivent des méthodologies, des retours d'expérience, dont celui-ci que j'ai mis en haut à droite. C'est un outil qui est très téléchargé, qui a pas mal de succès, parce que finalement, c'est le seul qui va comparer entre elles les différentes solutions de rafraîchissement, que ce soit des solutions vertes ou des solutions grises ou des solutions douces. Et ça compare ces solutions en termes d'efficacité. Donc, je vous invite tous à aller le regarder parce qu'il est très complet. Et je vous propose ce petit zoom sur les solutions vertes, parce que là, on parle de nature en ville. On a vu les arbres avec Jérôme. C'est plus large, forcément, les solutions fondées sur la nature. Ça peut être les parcs, les arbres, mais aussi les pelouses, tout ce qui va être aussi toiture et façade végétalisée. Donc, je vous ai fait un petit extrait et on voit donc que les parcs et les arbres, ce sont les solutions les plus efficaces
en termes de rafraîchissement, que ce soit à l'échelle du piéton ou à l'échelle plus globale de la ville. On va les passer en revue très rapidement. Alors les parcs, ce qu'on appelle parc, c'est un objet urbain qui va rassembler des arbres, mais aussi la prairie autour, des buissons, éventuellement aussi des cours d'eau. Bon, sans surprise, c'est le plus efficace parce qu'on est vraiment dans un écosystème où on va avoir de l'évapotranspiration, de l'ombrage, du sol désimperméabilisé. Donc ça, clairement, c'est le végétal la nature en ville la plus efficace. Ensuite arrivent les arbres. Du coup, je ne vais pas du tout, Jérôme l'a très bien expliqué, les arbres, c'est très efficace. Simplement une petite alerte quand même, la capacité de rafraîchissement, elle varie beaucoup d'un facteur de 1 à 4 selon les études qu'on a. Ça va dépendre de l'essence, mais aussi de l'environnement. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce que le sol, la qualité du sol, l'albédo des surfaces autour? Donc voilà, encore une fois, j'enfonce le clou sur le fait qu'il ne faut pas planter n'importe quoi, d'où des outils comme Sésame. Ensuite, à droite, on voit tout ce qui est pelouse, prairie. Alors ça, c'est des solutions qui sont utiles pour le rafraîchissement, mais d'une manière un peu plus mesurée, on va dire. Donc, alors certes, la surface d'un sol enherbé sera inférieure à un sol minéral, mais les études montrent que quand on regarde les températures de confort, on n'est pas sur des résultats significatifs. Voilà, l'intérêt dans tous les cas, c'est que la nuit, ça ne restitue pas de chaleur, ces surfaces enherbées, et donc c'est bon pour le phénomène d'îlot de chaleur urbain. C'est bon pour le diminuer. Et puis, pour finir, donc, les toitures végétalisées et les façades végétalisées. Alors là, on est sur quelque chose qui est intéressant, mais c'est plutôt en termes de confort à l'intérieur des logements, en fait, ou disons des bâtiments qui vont accueillir ces toitures et ces façades végétalisées. Alors l'intérêt, par exemple, si on regarde les toitures végétalisées, on remarque finalement qu'on a une isolation thermique qui est supérieure, et donc les personnes vont peut-être moins utiliser la climatisation, donc ça a un effet indirect sur la surchauffe urbaine. Au niveau des façades végétalisées, on est sur le même genre d'effet, simplement peut-être plus intéressant au niveau du piéton, puisque la façade végétalisée va descendre jusqu'au sol, et donc on peut avoir une amélioration du confort pour le piéton. Voilà, c'était un panorama très rapide, mais ce que je voulais aussi vous dire, c'était qu'il ne fallait, même si là, c'est l'objet bien sûr du webinaire, de se concentrer sur les solutions vertes, il faut garder à l'esprit qu'un rafraîchissement urbain efficace, il est composé d'une combinaison en fait de solutions. Des solutions vertes, des solutions grises, des solutions douces. Pour rappel, donc solution verte, on l'a vu. Solution grise, c'est tout ce qui va être lié finalement à la morphologie urbaine, au revêtement, à tout ce qui va être mobilier urbain, les pergolas pour faire de l'ombrage. Voilà, c'est tout ce qui va être plutôt en dur, et aussi parfois l'arrosage. Là, j'ai mis une photo, ça se passe à Los Angeles. Eux, ils travaillent sur l'albédo, donc le réfléchissement du rayonnement solaire grâce à des revêtements du sol blanc. Donc voilà, eux, ils vont prendre 4 degrés à l'horizon 2100. Donc c'est intéressant, voilà, de combiner ce type de solution. Et à droite, je vous ai mis simplement un flyer de Santé publique France. Les solutions douces, elles sont plus sur les changements de comportement. Ça peut être changer les heures de travail des personnes, notamment ceux qui travaillent en extérieur. Ça va être les petits gestes, voilà, au niveau des personnes les plus vulnérables. C'est loin d'être anecdotique, on évalue à 3 à 4 fois moins de morts sur les dernières vagues de chaleur par rapport à celles de 2003 grâce à toutes ces campagnes-là. Voilà, et donc quels sont les outils et ressources pour vous aider? Alors, il y a 3 grands types de ressources dont je peux vous parler aujourd'hui. La première, c'est toutes les publications, les guides sur le sujet. Donc, il y a celles qu'on a vues ensemble, mais il y a aussi une autour des retours d'expérience. Il y a 20 retours d'expérience qui sont que sur le végétal. Et puis, il y a tout à droite un recueil qui est sorti il y a quelques mois sur une vision plus à l'international des différentes solutions de rafraîchissement. Un deuxième point qui peut être intéressant pour vous, c'est le MOOC, donc les formations en ligne, Ville et territoire durable. L'ADEME relance une deuxième édition de ce MOOC, donc avec des sujets nouveaux. Et donc on le fait en partenariat avec le CNFPT. C'est gratuit, c'est à peu près 3 heures par semaine
de mobilisation. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 janvier et dans cette nouvelle édition, on y parle de surchauffe urbaine, on y parle de solutions d'adaptation fondées sur la nature. Il y a de nouveau une séquence sur la comparaison de ces solutions de rafraîchissement. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller aussi vous inscrire. Et puis alors, la troisième ressource, ça, c'est assez inédit. En fait, l'ADEME porte la première start-up d'État sur le sujet des solutions de rafraîchissement. Alors, une start-up d'État, ça fait un peu peur, mais c'est très simple. En fait, c'est quand c'est un agent d'une administration publique, d'un organisme public qui va porter un outil numérique qui répond à un réel besoin. Et là, le besoin qu'on a constaté, c'est que les collectivités, on a interrogé plus de 600 collectivités et on leur a demandé qu'est-ce que vous faites pour rafraîchir vos villes, et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait souvent des problèmes, en fait, des maladaptations, on va dire, ou des choses qui n'étaient pas forcément réalisées voilà, de manière pertinente, avec des arbres qui meurent, avec des problèmes au niveau de l'entretien, avec des revêtements mal adaptés. Et donc, voilà, on s'est dit, bon, il y a un problème peut-être dans la préparation, dans le choix. Et puis, il y a un autre constat qu'on fait, c'est que 95% des collectivités vont uniquement sur les solutions vertes. Et il n'y a finalement que 12% dans notre enquête de collectivités qui font ce jeu de combiner les différentes solutions. Et c'est dommage parce que, comme on l'a vu, c'est cette combinaison qui est vraiment efficace. Et donc, cette start-up va faire un outil numérique qui sera disponible vers avril et qui permettra de faire un petit diagnostic et de voir rapidement quelles sont les solutions possibles, avec aussi, par exemple, des cahiers des charges types, des guides qui existent. Voilà, ça fera un peu centre de ressources sur ce sujet. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas non plus à nous contacter parce qu'on va chercher des testeurs pour nous dire si l'outil est adapté ou pas à votre besoin. Voilà, j'ai fini pour ma part et j'ai mis les différents contacts chez nous sur ces sujets si vous avez envie de creuser. C'est parfait. On en a profité pendant votre intervention pour mettre tous les liens vers les ressources que vous avez bien voulu partager avec nous. Et pour reboucler sur la notion de start-up d'État, je pense qu'un certain nombre des personnes qui nous entendent et nous écoutent connaissent, puisqu'on travaille en lien étroit avec Aide Territoire, qui a été développé de la même façon. Et Urban Vitalise aussi est un outil donc, qui leur a déjà été présenté aux Petites Villes de demain il y a maintenant quelques mois. Merci beaucoup, Madame Roseau, pour le respect du timing et puis pour toutes les ressources que vous nous avez présentées. Avant d'éventuellement répondre encore à quelques-unes de vos questions, je vais donner la parole à notre dernière intervenante, Madame Flicoteau, donc qui est vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, le CNOA. Madame Flicoteau, est-ce que vous pouvez donc présenter l'ordre que vous représentez et puis évoquer les outils que vous proposez et notamment ce que vous appelez la Contratech, qui sera fort utile aux élus pour mobiliser votre profession dans le cadre des projets de revitalisation? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci pour cette opportunité. Alors, le Conseil de l'Ordre, très rapidement, il y a un Conseil national, des conseils régionaux, un par région. On peut passer cette slide si les intervenants veulent voir les détails. Ce qui est important, c'est de voir, c'est que le Conseil de l'Ordre a été créé par la loi de 77 et qu'il a pour mission de préserver et de promouvoir la qualité architecturale. Et il est confié à l'ordre de se porter garant de l'intérêt public attaché à l'architecture en veillant tant à la protection des usagers que à la prise en charge de la protection de l'organisation de la profession. Donc l'ordre a vocation de tenir le tableau et donc de s'assurer que les personnes qui portent le titre sont bien architectes, titulaires d'un diplôme et assurés et titulaires d'une formation continue. On peut passer. Le rôle du Conseil national, c'est de coordonner l'action qui est menée en région et notamment les
la tenue du tableau se fait au niveau régional. Le Conseil national représente la profession auprès des pouvoirs publics, tant nationaux qu'internationaux, et il est consulté par les pouvoirs publics pour toutes les questions qui s'attachent à la question de l'architecture et plus largement du cadre bâti. On peut passer. Alors, on a là sélectionné quelques exemples d'actions que mène le Conseil de l'Ordre, mais bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. On a récemment écrit un plaidoyer qui s'appelle « Habitat, ville, territoire, l'architecture comme solution » qui est disponible sur notre site internet et qui touche et à la croisée de tous les sujets qu'on a entendus aujourd'hui autour d'un aménagement urbain résilient et durable. On a fabriqué aussi un petit guide qui s'appelle « Maire et architecte, 10 clés pour réussir la transition écologique ». On l'a fait en partenariat avec notamment des associations d'élus. Ça aussi, c'est une ressource intéressante, je pense, pour les auditeurs. Il y a sur le site de l'ordre architecte.org une plateforme dédiée à la question de la transition écologique. Donc, c'est un centre de ressources dans lequel on a des solutions pratiques et des solutions un peu plus dézoomées. On peut avancer sur le... Alors, on a créé aussi un site qui s'appelle Architecte pour tous. Ce site est intéressant et accessible à tous. Ça référence l'ensemble des agences d'architecture sur le territoire et elles sont géolocalisées. Ce qui est intéressant aussi pour les élus, c'est qu'il y a des filtres qui vous permettent soit de regarder les architectes qui travaillent et font du conseil aux collectivités locales, soit les architectes, alors c'est plus engagé pour faire, mais c'est les architectes qui sont référencés sur le site France Rénov', parce qu'il y a beaucoup d'architectes qui sont référencés sur France Rénov' et qui interviennent sur la question de la transition écologique et la transition énergétique des bâtiments. Donc, je vous laisse découvrir ce site qui a pas mal de fonctionnalités et qui peut répondre facilement à comment je trouve l'architecte proche de chez moi. Souvent, les agences ont mis en ligne leur book, donc vous voyez aussi les références des agences et donc vous voyez la production de l'agence et ça vous aide aussi à voir s'il y a des affinités avec ce prestataire. On peut continuer. Alors, là, aujourd'hui, ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'on a totalement revisité notre contrat tech. Donc, on a un peu dépoussiéré l'ensemble de nos contrats. Le contrat de marché public de maîtrise d'œuvre, mais aussi tout ce qui est attaché à comment on recrute des architectes, donc des règlements de concours, des règlements de consultation en MAPA. Et il y a 2 nouveaux contrats qui sont là vraiment neufs. C'est des marchés publics pour l'élaboration d'un plan guide communal ou un accord cadre de prestation d'architecte conseil. On a lancé une opération qui s'appelle Un maire, un architecte, en se disant que on voit bien dans tous les témoignages qui ont été donnés aujourd'hui que il y a besoin d'accompagnement pour formuler le récit du territoire, pour fabriquer un projet qui soit cohérent, puisqu'on voit bien que la question du développement durable c'est pas une action, mais bien plusieurs actions qui se conforment l'une et l'autre. Et il y a besoin d'un projet un peu global. Et on pense que les architectes et les concepteurs en général sont des partenaires précieux pour les collectivités pour tisser et fabriquer ce récit de territoire. Donc, on propose des outils pour s'attacher simplement les compétences d'un architecte. Bien sûr, tous ces contrats ont été élaborés en concertation avec la MIC, la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, qui est un acteur très reconnu des collectivités locales. On a diffusé ces contrats aussi auprès des CAE qui savent comment les faire et on les a travaillés avec les organisations professionnelles de la maîtrise d'œuvre, que ce soit les bureaux d'études techniques ou d'autres prestataires de la maîtrise d'œuvre, les économistes, voilà.
Où aller chercher ces modèles? Alors, ces modèles, ils sont soit téléchargeables sur le site de l'Ordre, soit vous pouvez utiliser notre nouvel outil Contratech qui est interactif, qui est assez simple d'utilisation, sur lequel vous pouvez soit regarder et être guidé sans vous enregistrer pour voir comment élaborer votre contrat, soit au contraire vous enregistrer simplement. Vous pouvez même mettre des codes fictifs ou des noms fictifs, mais vous pouvez vous créer un compte avec un mot de passe et du coup fabriquer votre contrat sur mesure en l'enregistrant, en fermant le contrat, en y revenant. Et c'est un outil avec des clausiers. Donc, vous appelez les clauses qui sont utiles au projet que vous portez et pas l'ensemble des clauses attachées à un contrat de marché public pour plus de souplesse. Et on a aussi des petits outils d'alerte pour vous expliquer telle ou telle clause, quel est l'enjeu pour la commune, quelle est la réserve s'il y a des doutes sur tel ou tel contrat. On peut avancer. Donc, du coup, le nouveau modèle. Donc, je reviens sur cette question du plan guide et sur la nécessité de faire projet et d'avoir une vision stratégique. On a bien vu la ville d'Évian. Madame le maire a commencé par dire on a fait une stratégie de mandature entre 2020 et 2026 et on a mené des actions à l'intérieur d'une stratégie cohérente. Et c'est vrai que le plan guide, on pourrait voir le plan guide comme la spatialisation de cette stratégie politique qui a été discutée par les élus. Donc c'est bien à un moment où comment des concepteurs peuvent accompagner les élus dans la spatialisation de leur projet de territoire. Et du coup, nous, on pense que l'architecte peut être la personne qui fabrique ce plan guide aux côtés des collectivités locales. Et on voit, c'est ce que je disais, ce document permet à la collectivité de visualiser et de planifier dans le temps les opportunités d'aménagement et de construction pour mettre en place son projet de territoire à court ou moyen terme. Du coup, on a d'un côté la vision territoriale et de l'autre côté une vision chronologique qui permet d'engager des projets sur le court ou le moyen terme et de piloter le plan guide dans le temps et de le réajuster. Et du coup, lorsque l'échelle de la commune, sa complexité, la complexité des sujets le nécessite, bien évidemment, l'architecte à l'intérieur du même contrat peut travailler avec des spécialistes, des économistes urbains, des spécialistes du commerce en ville, des paysagistes, tout partenaire de la maîtrise d'œuvre qui nécessitera le projet. Donc ça, c'est un nouvel outil dont on pense qu'il peut réellement aider les projets, notamment les projets Petite Ville de demain, où les chargés de projet sont pas forcément des architectes et du coup, on peut être du mal à donner cette dimension de spatialisation pour les architectes. Du coup, le plan guide, il décline le projet en 3 parties. Faire le diagnostic de la stratégie territoriale et sur la base des envies et des enjeux de la commune, comme Madame le maire d'Évian le précisait tout à l'heure, quelle stratégie on veut mettre. Une fois que c'est ça, le diagnostic permet aussi de voir quelles sont les ressources du territoire sur lesquelles s'appuyer. La deuxième grosse partie, c'est engager la concertation avec les parties prenantes, que ce soit les élus, les habitants ou les administrations et éventuellement l'État et tout l'écosystème qui gravite autour de la commune pour accompagner ce projet de territoire. Et à la fin, fort de ces 2 éléments, le diagnostic et la concertation, élaborer ce plan guide et le faire vivre dans une échelle de temps. Donc, voilà, on ne va pas détailler les autres outils puisque là les 10 minutes sont passées et je pense que on peut voilà, mais dans le PowerPoint vous pourrez voir l'ensemble de ces outils qui sont détaillés. Merci beaucoup Valérie. J'étais en train de regarder s'il y avait des questions, mais je vois que
Monsieur Champre est très actif sur la capacité à répondre par écrit aux questions. Vous êtes, entre guillemets, challengé sur, Valérie, sur l'importance aussi ou le rôle possible des urbanistes dans la réalisation du plan guide communal. Que pouvez-vous répondre à ce sujet? Alors, tout à fait. Effectivement, je parlais tout à l'heure d'équipes pluridisciplinaires, bien sûr, architectes, urbanistes. L'intérêt d'un architecte, et surtout dans des programmes Petites Villes de demain, peut-être Action Cœur de Ville, on est à un niveau peut-être un peu différent, mais l'intérêt de l'architecte, c'est qu'il peut avoir un regard tant d'urbanisme, puisqu'il y a beaucoup d'architectes qui ont cette double casquette architecte-urbaniste, donc à l'échelle un peu dézoomée de la ville, mais il peut aussi apporter un regard bâtimentaire sur l'état de salubrité des bâtiments, leur capacité d'évolution, leur capacité d'être un axe de pivot pour la ville. Et on sait aussi que du coup, l'architecte, il peut aussi, dans certains cas, être le maître d'œuvre d'un des projets qui est identifié dans le plan de guide, aussi pour donner le ton et expliquer et montrer comment avoir que ce premier bâtiment ait valeur d'exemple sur la façon de faire. Donc, c'était cette espèce de multicasquette qui est d'un côté conseil et de l'autre côté maîtrise d'œuvre très opérationnelle, y compris jusqu'à l'échelle du bâtiment, qui fait que sur des projets Petites Villes de demain, l'architecte est un interlocuteur privilégié, mais encore une fois, les architectes interviennent souvent en équipe pluridisciplinaire, donc aussi avec des urbanistes. C'est finalement tout le souci d'une démarche de revitalisation, enfin de façon générale, hein, la solution n'est pas dans les mains d'une seule et unique personne ou une seule et unique profession, mais bien l'articulation du travail et des compétences de chacun. On arrive déjà au terme de notre webinaire. Moi, j'ai entendu qu'il n'y avait pas de solution unique, et en tout cas pas de solution toute faite et duplicable d'un territoire à l'autre, qu'il y avait un champ des possibles pour agir et pour lutter contre le réchauffement des centres-villes. Et donc, il y avait matière à pouvoir faire des choix éclairés avec à l'appui un certain nombre d'outils et d'acteurs. Et puis, j'ai bien noté l'intervention de Madame Roseau qui disait que finalement, la solution, c'est la combinaison d'un certain nombre de façons de faire qui augmentent l'efficacité de chaque action individuelle. Donc, vous avez tous les outils et bien d'autres encore et d'autres acteurs à votre disposition pour travailler sur le sujet. C'était donc notre 6e et dernier rendez-vous de cette semaine thématique donc consacrée à vivre dans la nature, avec la nature, dans les petites villes de demain. On a pu vous proposer 6 rendez-vous qui, j'espère, vous ont permis de vous aider à mesurer l'importance de la nature et de la biodiversité dans les villes et dans les petites villes. J'espère aussi que ça a permis de vous éclairer sur les choix et les incidences des choix que vous faites aujourd'hui sur la qualité de vie des habitants et des espaces de demain. Vous avez pu avoir de nombreux témoignages et des solutions inspirantes qui, j'espère, vont vous inviter à l'action. Et puis, de nombreux indicateurs, acteurs, moyens, ressources ont pu vous être proposés. Et donc, nous ne pouvons que collectivement vous inviter à les mobiliser. Sachez que vous retrouverez ce webinaire et tous les autres très bientôt sur notre page YouTube Petite Ville de demain. Et puis, j'espère vous retrouver avec plaisir dans le cadre de nos prochains rendez-vous, qu'ils soient dans le cadre d'une semaine thématique ou en dehors. Merci beaucoup à tous. Merci encore à nos intervenants du jour et à très bientôt. Au revoir.